Alors un autre sujet avec Martin Richet de Management et RSE, pourquoi et comment structurer le dialogue professionnel dans l'entreprise? Alors peut-être juste un mot pour définir ce que c'est. Le dialogue professionnel, c'est d'une certaine façon un complément au dialogue social. Le dialogue social, lui, est très structuré au travers de ce qu'on appelle les institutions représentatives du personnel. Le dialogue professionnel, lui, c'est une approche qui vise à permettre aux salariés de s'exprimer sur leur travail. C'est ce que certains sociologues, comme par exemple l'équipe de Yves Clos du CNAM, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, appellent la controverse autour du travail, qui est la possibilité de donner à chacun des salariés de se réunir en groupe et d'échanger autour du travail. Qu'est-ce qui ne va pas dans le travail? Qu'est-ce qui va bien? Pourquoi c'est difficile de collaborer avec tel ou tel service? Quelles initiatives on pourrait prendre pour améliorer la qualité du travail, etc., etc. Dans le travail, on a toujours des objectifs qui sont en partie bien alignés, mais aussi en partie contradictoires. Par exemple, souvent, pour fabriquer la meilleure qualité de travail possible, il faut du temps, et le temps, c'est de l'argent. Donc, c'est deux objectifs qui sont en partie alignés, mais en partie contradictoires. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre ces contradictions, pour trouver les bons équilibres, pour passer les bons compromis? Voilà, c'est ça le dialogue professionnel. Ce que l'expérience montre, c'est que les approches de dialogue professionnel ont un rôle très important sur 3 enjeux qui sont des enjeux majeurs pour les RH, pour les ressources humaines. Le premier, c'est que c'est un facteur de prévention des risques, notamment des risques psychosociaux, mais pas seulement. On prend 2 entreprises différentes qui sont dans le même secteur d'activité, donc qui sont soumises au même environnement concurrentiel, mais il y en a une dans laquelle ça va très bien et dans l'autre dans laquelle ça va très mal. Souvent, le point de différence entre les deux, c'est la capacité qu'ont ou non pas les salariés à échanger, à parler de ce qui ne va pas dans le travail, et de ce qui va bien d'ailleurs aussi, mais en tout cas de parler du travail. C'est un facteur essentiel, parce que ça permet à chacun, bien sûr, de vider son sac, donc ça a des fonctions cathartiques, on pourrait dire, mais c'est aussi une façon pour chacun des salariés de mieux comprendre comment ses collègues envisagent le travail, où sont les points d'articulation de son propre travail avec celui des collègues, et bref, de réguler l'activité de travail. Et on sait que quand on régule, on fait baisser la tension, on fait baisser le stress. Donc ça, c'est le premier facteur. C'est une technique qui est quelquefois mise en place pour installer le lean management. On installe tout le monde autour de la table et puis chacun donne son idée, et comme ça, on peut responsabiliser un peu plus et faire venir l'organisation des salariés, ce qui fait qu'ils adhèrent plus facilement à un nouveau process. Alors attention au lean management, parce que le lean management, c'est un objet managérial peu défini. On connaît ce qui vient du Japon, du Toyota Production System, qui là, me semble-t-il, a effectivement un point de convergence fort avec les démarches d'expression au travail, qui est l'idée selon laquelle le meilleur expert du travail, c'est le travailleur. C'est celui qui fait le travail qui a la meilleure compréhension. Ça, c'est au cœur de la philosophie du lean management. Après, le problème, c'est que la façon dont le lean management a été interprété et mis en place en France a eu plutôt tendance à nier cette partie du lean management, qui est la partie expressive, et au contraire à faire la chasse à ce qu'on a appelé les temps morts. Or, les temps morts, ils ne sont pas toujours morts. C'est souvent des temps vivants, des temps qui permettent aux travailleurs, aux salariés, à ceux qui travaillent, de respirer, de se poser la question, tiens, cette tâche que je viens de finir, est-ce que je l'ai bien faite, est-ce que j'aurais pu faire mieux, etc. Donc c'est pas toujours, ça peut l'être, mais c'est pas toujours du temps mort. Et malheureusement en France, on a eu une conception, et on l'a toujours malheureusement dans certaines entreprises, une conception du lean management qui l'a réduit, qui est très réductrice, et qui l'a réduit à la chasse au temps mort. Et qui amène au burn-out d'ailleurs. Qui effectivement a l'effet opposé à celle de l'expression du travail qui, elle, permet effectivement... Donc le dialogue professionnel permet de faire remonter les informations du terrain pour mettre en place une nouvelle organisation, mais c'est surtout, ça permet l'adhésion plus naturelle des salariés à un nouveau process. Effectivement, à partir du moment où un salarié a été impliqué dans la définition d'un process de travail, mais on sait 2 choses. On sait, première chose,
que ce process de travail a des chances d'être beaucoup plus adapté à ce qu'on appelle le travail réel, parce que quand on regarde le travail dans une entreprise, la première constatation qu'on fait, c'est la différence que les ergonomes appellent l'écart entre le travail prescrit, c'est-à-dire le travail tel qu'il devrait être dans l'idée de ceux qui ont conçu le travail, qui est intégré dans les logiciels ou dans les bills of materials, enfin les définitions du travail, et puis le travail réel, ce qui se passe réellement, qui n'est jamais la même chose, parce qu'il y a toujours des imprévus, parce qu'il faut s'adapter au terrain, parce que les clients ont changé d'avis, et donc la voiture, au lieu d'être noire, elle va être jaune, etc. etc. C'est ce qui est arrivé sur une chaîne où il y avait eu comme ça un nouveau process qui avait été mis en place, une chasse au temps mort, et parmi la chasse au temps mort, donc il y avait une chaîne avec des caisses de voitures qui arrivaient, puis les portières qui arrivaient de l'autre côté, et dans la mission de la personne qui mettait les portières, il regardait si les 4 portières qui suivaient étaient de la même couleur que les carrosseries des voitures qui arrivaient. Et puis à un moment, on lui a dit non, ça tu t'en occupes plus, ça va être réglé en amont. Et donc ils sont tombés sur un vieux briscard qui a vu une voiture bleue arriver, une portière rouge, qui a monté la portière, qui a laissé partir la voiture et qui a dit là il y a un problème. Et on a arrêté la chaîne 2 jours. Donc là aussi, la chasse au temps mort, quelquefois, elle est un peu inutile. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on gagne toujours à mieux comprendre le travail et à donner plus d'autonomie aux travailleurs pour définir eux-mêmes la meilleure façon de travailler. Alors ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, évidemment, mais qu'on responsabilise les salariés, les opérateurs, pour qu'eux-mêmes et collectivement, au sein de la petite équipe de travail, ils définissent le qui fait quoi, comment on va faire, quel outil on va choisir, quelle tâche on fait en premier, etc. Ça, plus vous rapprochez du terrain, plus c'est efficace. Et deuxième chose, plus c'est innovant. Parce que quand vous faites ce type de démarche d'expression, eh bien, il y a des choses qui remontent qui n'étaient pas connues du management. Il y a énormément de choses qui rendent le travail plus compliqué, plus douloureux, qui remontent et qui permettent du coup de gagner du temps, d'améliorer la qualité de service, la satisfaction client, etc. Donc, on est, comme on dit, cette expression un peu innocente, on est gagnant-gagnant dans cette démarche, en tout cas, à la fois pour l'entreprise et pour la performance sociale, c'est du plus. Donc tout le monde a y gagné. Alors, quels indicateurs on met en place pour voir si cette formule et son résultat ont fonctionné? Parce que le DRH, derrière, une fois qu'il a travaillé, il va falloir qu'il donne des comptes à l'actionnaire ou tout du moins à son N+1. Alors les indicateurs sont en gros les mêmes indicateurs qu'on utilise à la fois dans la politique qualité, donc les taux de rebut, les malfaçons, etc. Est-ce qu'on a besoin de revenir sur le travail parce qu'il y a eu des dysfonctionnements ou est-ce que le travail est bon du premier coup? Et puis également les indicateurs qu'on utilise beaucoup en politique de santé. Évidemment tout ce qui tourne autour des accidents du travail, mais également la satisfaction au travail ressentie par les salariés, dans les enquêtes de baromètre par exemple, les taux de maladie, les taux d'absentéisme, etc. C'est un peu en croisant les deux familles d'indicateurs qu'on arrive à avoir une bonne vision de ce qui se passe. C'est-à-dire que si on se rend compte que le service qualité n'a quasiment plus rien à faire et que les institutions représentatives du personnel ne se plaignent pas des accidents de travail, on peut dire que ça a fonctionné. A priori, oui. Il faut regarder, il faut compléter, mais a priori, oui. Mais tu vois, ce qui est le plus important, c'est que là encore, les DRH, quand on les fait réfléchir sur ce que ça pourrait leur apporter, ils sont en général finalement assez convaincus que donner plus de paroles près du terrain, ça a des aspects positifs. Mais là aussi, ils disent encore un truc de plus. Alors qu'en fait, l'expression... Ça peut faire beaucoup de choses de moins. Oui, ça peut faire beaucoup de choses de moins, mais de toute façon, l'expression des salariés au travail, elle a lieu. Simplement aujourd'hui, elle a lieu autour de la machine à café. Là où tout le monde se plaint. Tout le monde dit, un tel, on ne peut pas bosser avec eux, un tel, il est insupportable, dans mon travail, c'est mal conçu, il faudrait que j'ai un siège plus haut ou plus bas. Mais on le dit autour de la machine à café, donc il ne va rien se passer derrière. Alors que l'expression au travail, l'expression des salariés, on l'organise. C'est-à-dire qu'on donne aux salariés un environnement sécurisé. On éloigne la ligne hiérarchique. Donc chacun est libre de parler, il a une bonne assurance que personne ne viendra lui reprocher ce qu'il a dit. Donc on éloigne la ligne hiérarchique, on donne un environnement sécurisé pour que les gens puissent s'exprimer. Et là, ils disent des choses, mais ces choses-là, on va les capter et on va travailler dessus. Et on va revenir vers les salariés 2 ou 3 séances après. Tiens, vous aviez dit le mois dernier qu'il y avait ça, ça et ça. Voilà ce qu'on propose, voilà ce qu'on pourrait faire. Et là, du coup, on boucle
la boucle de l'amélioration permanente, la fameuse roue de Deming où on planifie, on agit et on check, c'est-à-dire on vérifie, on évalue. Alors le dialogue professionnel n'est pas du temps de perdu et du temps que l'on passe en plus de l'entretien annuel d'évaluation avec le management à se taper tout ça, les sondages sur les équilibres vie privée, vie professionnelle, etc. Le dialogue professionnel peut vous permettre de gagner beaucoup de temps sur beaucoup d'autres sujets. Il faut surtout pas le négliger et pas le considérer comme un gadget qui fait perdre du temps. Merci beaucoup Martin. Merci à toi.